Suite de la capsule sur les points d'ancrage du géotherme au sein du noyau. Pour le faire, la détermination de la température du changement d'état solide-liquide va être évaluée à 5150 km de profondeur. Et on se retrouve avec une température environ de 4800 Kelvin. Il faut reporter cette température sur notre tableau pour le compléter. Il y a une incertitude de 1000 Kelvin. Et maintenant, il nous reste la température du sommet du noyau à déterminer. On va utiliser pour cela le gradient, la température du gradient géothermique pour le fer liquide, qui est calculé, qui a été calculé par les géophysiciens et qui est égal à 0,55 degrés par kilomètre. Donc à partir de notre point d'ancrage d'environ 4800 Kelvin, nous allons prolonger vers le haut la courbe du géotherme en prenant en compte une variation de 0,55 degrés par kilomètre. On se retrouve en ce point. La projection sur l'axe des abscisses va nous donner une température de 3500 Kelvin, de 3500 à 4800 Kelvin. Naturellement, c'est une extrapolation en prenant en compte une variation de 0,55 degrés par kilomètre. C'est comme ça que nous allons déterminer, la température au sommet du noyau, c'est-à-dire à la base de la couche des secondes. Notons également que donc la température de la base et du sommet de cette couche des secondes qui se situe entre le manteau et le noyau, les deux températures de sa base et de son sommet sont obtenues par extrapolation. Extrapolation vers le bas dans le manteau inférieur, et une extrapolation vers le haut dans le noyau externe. Retenez cette donnée lorsqu'on vous donnera des exercices sur le géotherme. Voilà donc notre géotherme, notre courbe du géotherme moyen de la Terre complète. Avec les points rouges, ce sont les données que nous avons obtenues ce sont les données indirectes obtenues grâce au point d'ancrage. Et tout ce qui reste a été déterminé par extrapolation, notamment le fort gradient géothermique déduit des températures à la base du manteau et au sommet du noyau. Il faut aussi noter que le long du géotherme, l'incertitude est de plus en plus importante avec la profondeur. On commence avec des incertitudes de plus ou moins 50 Kelvin. On arrive au sein du noyau avec des incertitudes de 2000 Kelvin. Sachant aussi que nous n'avons pas déterminé la température dans le noyau interne de la Terre. Ça reste une conjoncture. Il faut donc, lorsqu'on dessine le géotherme, il faut donc prendre en compte cette
incertitude qui est de plus en plus importante avec la profondeur. Maintenant, nous allons exploiter le géotherme pour expliquer le type de transfert thermique dans chaque enveloppe de la Terre. Nous allons commencer par la lithosphère. Dans la lithosphère, le gradient géothermique est élevé. Il était, nous l'avons vu, de 30 degrés, puis de 20, puis de 10 degrés par kilomètre. La pente du géotherme au sein de cette lithosphère est donc faible, comme vous le voyez ici, car l'écart de température entre son sommet, à 15 degrés, et sa base, qui est à 1300 degrés, est grand. Donc nous pouvons déduire, à cause de cette pente faible, que les transferts thermiques ne sont pas très efficaces au sein de cette enveloppe et qu'ils se font donc par conduction. Puisque la conduction, nous l'avons vu au début, dans la première capsule, est un mode de transfert thermique peu efficace. En fait, dans la lithosphère, le gradient géothermique est élevé car les roches sont de mauvais conducteurs thermiques. Il y a également un transfert par conduction. On pense qu'il y a un transfert par conduction à la limite entre le manteau et le noyau, c'est-à-dire au niveau de la couche des secondes. Comme la pente du géotherme est très élevée, il est assez élevé, on pense que le transfert de chaleur entre le manteau et le noyau n'est pas possible car ce sont deux couches avec des densités des compositions chimiques très différentes. Elles ne sont donc pas miscibles et on va admettre donc que la lithosphère et la couche des secondes, ce sont des couches conductives et elles constituent donc des couches, des limites thermiques qui vont encadrer d'autres couches au sein de laquelle le transfert va être plus efficace puisqu'il va s'effectuer par convection. Au sein de la sténosphère et du manteau inférieur, on a vu que le gradient géothermique est faible. Il n'est dans le manteau inférieur, il n'est que de 0,3 degrés par kilomètre. La pente du géotherme est donc forte, c'est-à-dire que l'écart entre la température du sommet qui était à 1300 degrés et la température de la base qui est à 2200 degrés, on considère que c'est un écart modéré. Notre conclusion est que le transfert thermique au sein de la sténosphère et du manteau inférieur est un transfert efficace et qu'il se fait sans doute par convection. Le transfert s'y fait par convection, par la mise en mouvement de la péridotite qui, à ce niveau, est déformable et ductile. La pente forte du géotherme au sein du noyau externe liquide indique également que les transferts de chaleur s'y font par convection. À partir des données sismologiques, nous avons conclu que la sténosphère et le manteau inférieur sont solides. Certes, ils sont solides, mais ils sont également ductiles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se déformer sans se rompre à des temps longs. Cette déformation se fait par convection. Mais elle est très lente, il faut garder à l'esprit qu'elle est très lente et qu'elle n'est que de quelques centimètres par an. Nous voulons savoir maintenant quelles sont les conditions pour que la péridotite convecte. Il y a un transfert d'énergie dans un matériau en général échauffé vers le bas, donc moins dense et plus léger. Il remonte
lorsqu'il remonte, il est en contact avec une couche limite thermique, il est refroidi, il devient donc plus lourd et il va redescendre par gravité. La remontée du matériau ductile le long d'une colonne va se faire sans perte de chaleur. On appelle ce type de remontée, sans perte de chaleur, remontée adiabatique. Il y a donc une chute de pression sans perte de température. Ici, vous avez un modèle analogique d'une remontée adiabatique d'un matériau chauffé à la base parce que c'est une lampe et avec deux matériaux de densité différente. La convection est en réalité une compétition c'est le résultat d'une compétition entre deux paramètres. Les paramètres favorables à l'ascension, à la remontée du matériel sont que le matériel soit chaud, réchauffé, donc de faible densité, il est soumis à la poussée d'Archimède. Il va remonter. Par contre, le paramètre défavorable à l'ascension, c'est la viscosité, qui est une force de frottement qui va freiner l'ascension du matériel. Les courants ascendants et descendants dans le manteau forment donc des cellules de convection qui fonctionnent lentement pendant des millions d'années. Donc maintenant, je vous demande de retenir ce schéma. Notons que lorsque vous avez dans une enveloppe un gradient géothermique fort, comme par exemple pour la lithosphère et pour la couche des secondes, il s'agit d'un transfert thermique par conduction qui est peu efficace. Dans ce cas, la pente du géotherme va être faible. Donc retenez, gradient géothermique fort, pente du géotherme faible. Par contre, lorsque le gradient géothermique est élevé dans une enveloppe, c'est-à-dire que le transfert thermique va se faire par convection. Et il va être efficace. La pente du géotherme dans ce cas est forte. Nous avons donc vu comment tracer un gradient géothermique à partir de la détermination des températures à différentes profondeurs, mesurées grâce à des données directes et indirectes que sont les points d'ancrage. Nous avons également estimé le gradient moyen dans chaque enveloppe. Et cette estimation nous a permis de faire des extrapolations. La pente du géotherme nous a enfin permis de déduire le type de transfert thermique, est-ce qu'il se fait par conduction ou par convection. Le géotherme complète le modèle PREM à symétrie sphérique de la Terre que nous avons présenté dans les précédentes capsules. Cependant, ce modèle ne tient pas compte des variations latérales de la température qui peuvent exister au sein d'une même enveloppe, comme dans le manteau par exemple. Et ces variations latérales de température, elles vont dépendre du contexte géodynamique. Donc, pour aller plus loin, nous allons donc faire appel aux données de tomographie sismique suite à la prochaine capsule. Et à bientôt.